Salut l'équipe. Après le Nutella, c'est la grande promo chez les joueurs des Clippers. Et histoire de faire comprendre à tout le monde qu'on ne rigole pas, les Clippers ont envoyé dès le début de semaine Blake Griffin à Détroit sans même le prévenir. C'est donc la crise de la quarantaine chez les Clippers et on en va tous faire foutre. Marre de la routine avec cet homme qui jadis te faisait tant rêver et avec qui tu te sentais en sécurité. Même la garde de l'enfant chéri d'Eddie Jordan, pourtant fruit de l'amour, ne fait plus partie des plans. Comme un vieux beau ou une cougar, les Clippers veulent du neuf, du jeune et peu importe le flacon, tant qu'on a l'ivresse. Mais attention, on sait souvent ce que l'on perd, rarement ce que l'on retrouve. La promo chez les Clippers a la même couleur que le Nutella, mais pas la même odeur. Salut à tous, on est jeudi et le jeudi c'est le first des choses. Steph Brun, calme-toi un petit peu. Je te sens surexcité. D'ailleurs, on va commencer tout de suite par toi. What's up, Stephen Brun? Bonjour Erwan. Oh non! Ça fait une heure que tu hurles pour nous dire un bonjour comme ça? Mais tous les jours tu me dis sois plus calme dans les émissions, voilà. À quel moment j'ai dit ça? Bah salut les gars. Voilà! Thomas, comment vas-tu? Ça. Tu viens au soir et toi tu viens Il arrive de soirée d'ailleurs. Thomas, par moi, vient toujours au soir. Ça va, Tom? Ouais, ça va. Franchement, il y a une énergie sur le plateau. Ouais, très bien. Par contre, tu vas le BTP de la table, hein, d'accord? C'est pas chez ta mère ici, voilà. Je suis chez moi, tranquille, frère. Ça va, les gars? Ouais, ça a l'air d'aller. Tu sens l'énergie là? Beaucoup. Là tu fais du leg spreading comme on dit. Du leg spreading, bien, tout à fait. Les gens qui écartent Moi, j'ai plus Deslin un Camelto qu'autre chose. Hein. Grosse actu cette semaine, évidemment, avec le transfert de Blake Griffin. On en parlera dans le débat et dans le chacun sa team. On va faire aussi un tour de table avec les nombreuses blessures, notamment autour du All-Star Game, John Wall, Kevin Love et hier soir, cette terrible blessure de Isaiah Canaan des Suns. On aura un coach Brown, new look. On vous en dit pas plus, mais restez bien avec nous, ça va être très chaud. Voilà, il y a encore tout le quiz préparé par mes soins. J'espère que vous allez être bon parce qu'honnêtement, c'est un niveau expert. Hein. Et le top 5. Et le top 5 NBA 2K, prépare-toi, tu vas le commenter, tu le découvriras comme d'habitude en live. Voilà, on espère que vous êtes prêts. On va commencer cette émission un petit peu, on peut enlever la musique parce que là, pour le coup, on va commencer cette émission un petit peu en parlant de quelque chose de pas très drôle, c'est la disparition de l'ancien joueur NBA, Russell Butler, qui a disparu dans un accident de voiture avec sa femme. Et voilà, on voulait quand même honorer sa carrière NBA, le joueur qu'il a été. Il y a beaucoup de ses anciens coéquipiers qui ont mis des choses sur Twitter en parlant de lui comme un coéquipier modèle et comme un homme adorable. Donc voilà, on est forcément toujours triste d'apprendre comme ça le départ beaucoup trop tôt de quelqu'un, tel qu'il soit. Steph? Oui, pas grand-chose à rajouter? Non, Kevin Serafin était très touché, il a joué avec lui quelques années du côté de Washington et Kevin qui a eu plusieurs tweets d'ailleurs et même ce matin encore en disant j'arrive pas à réaliser. Voilà, c'est dramatique en plus avec son épouse dans la voiture qui était une chanteuse R&B assez connue. Il n'y a pas d'âge de toute façon pour mourir mais là c'est encore plus tragique et les Spurs jouent ce soir, peut-être qu'il y aura un petit hommage parce que c'est sa dernière franchise en NBA, les Spurs ce soir affrontent Houston, peut-être qu'il y aura, connaissant cette franchise là, il y aura sûrement un petit hommage à Russell Butler. Juste pour lui rendre hommage, je vais dire un truc, on va parler quand même de ses meilleures saisons en carrière NBA. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un gars qui a quand même joué jusqu'à 36 ans en NBA, donc incroyable, il a commencé à 23 ans. Sa meilleure saison, c'était aux Clippers, il était à 11,9 points. Clairement, Russell Butler, moi, c'est un mec que je prenais toujours dans NBA 2K, gros shooter, poste 3, qui peut aussi jouer 4 très grands. Et vraiment, c'est toujours ce genre de truc qui nous bouleverse en fait. Tu vois, le gars de 38 ans, il a l'âge de Steph, c'est quand même ouf. Oui, j'avais envie de dire que t'avais 38 ans. Bref, pas comme ça, mais c'est quand même incroyable, si jeune, c'est très triste. Voilà, on va quand même enchaîner derrière avec... c'est compliqué, c'est jamais simple, mais on va le faire quand même. On va enchaîner avec un tu préfères les mecs. Et cette semaine, le tu préfères, il est un petit peu particulier. On est au cœur de l'hiver, un petit peu. Tu préfères être à Paris ou à Miami? Mais avant que vous répondiez, on a un petit élément de réponse pour vous. Ça va, Tom? Petite mine aujourd'hui, hein? Je peux plus du temps tout pourri là. Il pleut, il fait froid. Paris, c'est cata, mec. Bah, ça va, c'est pas la peine de déprimer à ce point-là quand même. Et en plus, je repasse à Los Angeles, donc oui, je déprime. Ouais, je déprime. Venice Beach, la NBA en vrai, les gens formidables qu'on a rencontrés. Ça te manque pas, toi? Ouais, j'avoue que si, Los Angeles, c'était lourd quand même.
Ah, c'est vrai que là-bas, on a vécu des choses. Mais rassure-toi, on repart aux États-Unis grâce à Sport US Travel du 7 au 11 mars. On va faire quoi là-bas? Direction Miami, mon gars. L'avion, l'hôtel 3 étoiles et le match Heat Sixers. C'est pas tout, j'espère. Non, on va vivre une fan expérience unique dans l'American Airlines Arena. Dis-moi, il reste des places? Il reste plein de places, on va vous mettre le lien comme ça en dessous, et puis tout le monde pourra s'inscrire. Bon, tu redonnes le sourire? Franchement, là, je suis content. Ouais. Allez, viens, je te paye un petit café? Ouais, je viens parce qu'en plus, le café. Ça, je t'ai senti un place where I come let go in Miami, the bass and the sunset low. Every day like a Mardi Gras, everybody party all day, no work, all play, okay? So we sip Voilà, donc si au mois de mars vous avez envie d'un petit peu de NBA, de soleil, de plage et de bikini, parce que Miami on imagine qu'il y a du bikini, ah, pourquoi pas, ça fait partie du package. Donc voilà, venez avec nous, on ira voir le match d'ailleurs, on l'a dit, c'était de Heat Sixers, donc si vous voulez voir le duel Hassan Whiteside, Jojo Embiid entre autres, vous pouvez vous inscrire, venez avec nous, Los Angeles c'était génial, Miami ça le sera aussi. On voulait enchaîner? La réponse c'est Paris en fait, tu préfères. Tu préfères rester à Paris? Ouais. Très bien. Bonne chance à toi. Nous, on préfère être à Miami. D'ailleurs, on y sera. Donc, si vous voulez venir avec nous, n'hésitez pas. On va passer au tour de table, messieurs? C'est parti. Allez, c'est parti, le tour de table. seconds, down to 3. Hart steps back, fires, it's the game! On l'a dit en présentation d'émission, il y a eu une semaine très très chargée en NBA. On va revenir sur les trades tout à l'heure, mais on va commencer avec le tour de table. Et Tom, on va parler d'El Barbudo, régalade et surtout qui rentre dans l'histoire. What a game par James Harden, premier triple-double de l'histoire avec 60 points marqués, donc rien que ça, 60 points, 11 passes, 10 rebonds, c'est le premier triple-double dans l'histoire à 60 points. On se rend compte à quel point la performance est extraordinaire face au Magic d'Orlando dans un match qui était très serré et en plus il manquait Chris Paul, il manquait Trevor Ariza. L'ancienne meilleure marque c'était Russell Westbrook avec 57 points sur un triple-double. C'est pas seulement le seul record de ce match-là, James Harden, est aussi maintenant le meilleur scoreur de l'histoire de la franchise des Rockets sur un seul match. Il a battu Calvin Murphy qui était à 59 points. Et en plus, la petite cerise, c'est que il est à 56 points, il met un step back d'enfoiré avec la faute sur Ezonia, il marque le lancer franc, il passe à 60, incroyable. Et Calvin Murphy est au match, il se lève et il applaudit. Les Jerry sont trop forts. J'ai envie de vous dire, James Harden est déjà le meilleur scoreur des Rockets. Ça fait 5-6 ans qu'il est là, quoi, à peine. Non, sur un match. Ah, sur un match? Non, Oui. mais il est le meilleur. Ah oui, d'accord. Là, c'est la meilleure perf sur un match. Ah oui, d'accord, parce qu'il y a Lola Jones et tout qui sont. Ah, Sur un merci. match, meilleur D'accord, perf sur un tu match. t'exprimes très mal. Ce que je voulais vous dire, c'est que aussi j'avais une autre question. Autant pour moi. J'avais une autre question, les mecs. James Harden, vous m'avez perturbé avec vos histoires. Voilà. Ouais, c'est ça. Il avait commencé la saison, c'était le MVP naturel. Il y a eu cette blessure, son retour un petit peu timide, et là, avec cette perf-là, il se remet clairement dans la course, se dire, c'est moi, le patron de la Ligue cette année. Et on sait qu'en NBA, pour être MVP, tous les joueurs qui ont été MVP ont eu une perf qui marque. Sur la saison pour être MVP, et James Harden alors rajoute un petit peu plus de crédit à son probable futur titre de MVP qui lui échappe très peu ces 2 dernières années. Là, c'est la performance qui, à la fin, quand il faudra voter, les mecs ils seront devant leur bulletin, ils diront ah putain, James Harden, il est meilleur marqueur de la NBA, et puis il a fait quand même 60, 11 et 10, allez, James Harden numéro 1. Tu sais, comme on disait l'année dernière avec Russell Westbrook, il a marqué l'histoire en ayant une moyenne en triple-double sur une saison, et quand tu réalises un triple-double à plus de 60 points, qui est le premier. C'est important tout le temps de marquer les esprits avec de l'histoire. Et c'est ce que fait James Harden avec ce triple-double énorme. Donc moi, je suis content de voir James Harden se remettre vraiment en mode MVP en sortant des énormes perfs comme celle-là. Tout à fait. Et dernière petite stat, vous savez à combien il tourne sur la saison là quand même? 31,6 points, c'est énorme. Rajoute ça à 9,1 passes, c'est incroyable. Et donc 5 rebonds, 4,4 pertes de balles par match. Mais bon, ça on les oublie. C'est pas mais énorme. 31,6, c'est incroyable. Est-ce que 4,4, alors c'est énorme Oui, pour le commun des ça, mortels, mais déjà, il a réduit. Et puis quand tu as autant la balle et que tu crées autant de choses. Je sais pas, hein, il y a eu des gens avant qui créaient beaucoup. Il est quand même à plus 5 de ratio pas décisive, C'est très bien. perdu, ce qui est très correct. Et en termes de performance, parce qu'on n'en parlera pas plus tard, j'avais envie de le placer, CJ McCollum hier soir n'a juste marqué que 50 points en 29 minutes. Voilà, dans les grandes performances offensives de cette saison, CJ McCollum se place tout en haut lui aussi. C'est costaud. C'est très costaud. On sait qu'il est capable de prendre des coups de chaud terribles, notre ami. Hein. Ah bah là, on en Il y en a qui n'auront pas de coups de chaud ces prochaines semaines. C'est John Wall et Kevin Love. John Wall sera absent 4 à 6 semaines donc, pour les Wizards. Et Kevin Love, lui, ne sera absent de 6 à 8 semaines. Donc les deux ne seront pas All-Star. John Wall, on connaît déjà son remplaçant. C'est poste pour poste. Dédé Drummond. On a envie de le voir jouer des pick and roll et faire de la relance. Et Kevin Love, on ne connaît pas encore son remplaçant pour le All-Star Game. Vous avez un petit prono? Parce qu'on va enfin récompenser peut-être un mec du 8.
Il y a qui en balance? Goran Dragic Et Ben Simmons. Ben Simmons. D'ailleurs, Ben Simmons a dit, qui a mis un un petit petit tweet tweet. d'ailleurs quand c'était des Drummond, non? Ouais, il a fait ah bon. Ah bon, ouais. Ah bon? En fait, il y a une liste des coachs et du coup, Dennis Drummond était le 13e joueur sur cette liste. C'est pour ça qu'il est rentré dans le 12. C'est pour ça qu'il donc c'est là, pas une ils affaire de poste. Donc là, ils vont prendre le 14e. Voilà. Et donc j'espère que ce sera Goran Dragic parce qu'il faut mettre un mec de Miami qui aurait pu passer 3e de la conférence Est hier soir s'ils avaient gagné contre Cleveland. Et donc c'est un peu honteux qu'il n'y ait pas un mec du Heat. Méfie-toi que ce soit pas Chris Paul pour qu'il y ait un deuxième joueur des Rockets. Non, mais il faut que ce Ouais, soit c'est à l'Est. Ah, my bad. My bad. Don't worry, man. Il y a une autre blessure, lui, il est pas All-Star, mais ça n'empêche que cette blessure, elle est horrible. On a revécu un petit peu le cauchemar de Gordon Hayward de début de saison. C'est Isaiah Canaan hier, dans la confrontation face aux Mavs, qui subit une faute assez lourde de Wesley Matthews et qui retombe mal. Et là, porte-manteau, mon ami, terminé. Saison finie pour Isaiah Canaan et c'est des images qu'on n'aime pas voir, Steph. Hein. Non, c'est des images affreuses et surtout, moi, toujours ce qui me choque, j'adore regarder les attitudes autour et là, tout le monde est parti. Il y en a qu'un qui est venu à son chevet, c'est Jared Dudley qui est venu le voir, mais sinon, tous les autres baissaient la tête parce que dès qu'ils voient la jambe en équerre comme ça fait tourner de l'œil, tout le monde se barre et tout ça, c'est affreux. Un an pour Isaiah Canaan, écarter des paniers, il est parti sur civière. Moi, ce que j'adore, c'est dans les grosses blessures, c'est la réaction des joueurs autour. C'est affreux. C'est dingue à quel point, tu sais, tout le monde voit et fait Dragan Bender, il est là. Ce que je viens de dire en fait, non? T'as déjà vu C'est exactement ce que je viens de T'as parler dit pendant 30 secondes. T'as déjà assisté, T'as déjà assisté, toi, en live, Steph, à des blessures graves comme ça ou... Que je me rappelle, non. Non, je crois pas. Toi, moi, si j'ai vu un mec avec la rotule qui était montée au niveau de la cuisse, autant te dire que Ouais, moi aussi, t'es en KD, derrière le match, c'est plus le même. Hein. Moi aussi, c'était un de mes potes, il est dans l'équipe adverse, Maxime Pichot, de son nom. Maxime, c'était fracturé, pareil, la truc, et après, tu peux plus jouer. Hein. Pendant un quart d'heure, t'es en train de trembler et tout ça. En tout cas, bon courage à Isaiah Canaan pour son retour. Steph, on va finir avec toi ce tour de table, et ça sera un petit peu plus léger, il me Un semble. petit peu plus léger, moins basket, mais extrêmement drôle. C'était un match des Pelicans à l'échauffement. Il y a un mec qui avait une place en courtside. Il avait le même jogging que les Pelicans, la capuche. Il est venu, il s'est stretché. Et il y a quand même un mec, alors je sais pas si c'est un ball boy qui lui fait une passe, mais si c'est un joueur qui a parcouru son coéquipier qui lui envoie un ballon. Il régale. Et il envoie une énorme brique et après il y a la sécu qui arrive. Mais c'est exceptionnel. Regarde ça dégaine, il a poussé tellement. Regardez. Anthony Davis au fond, il le regarde, il dit mais qui c'est? Mais qui est ce gars? Le policier aussi, il régale. Hein. Le policier, gros. C'est Mac d'Antoni en surpoids. Donc lui, il m'a régalé, je trouve ça exceptionnel. En plus, bonne humeur, il se fait pas virer de la salle, le mec. Oui, non, c'est une très bonne ambiance. C'est magique. Bon, c'est bien de finir sur une touche un petit peu plus légère, parce que là, on va parler des Lakers qui jouent dimanche face à OKC. Et Tom, ça va être moins marrant pour toi, je pense. C'est le match du dimanche. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Ah oui, forcément moins rigolo, enfin surtout pour Thomas Dufin, parce que tes Lakers chéris se déplacent à OKC. La dernière fois que les deux équipes s'étaient rencontrées, c'était à Los Angeles, et le match s'était terminé sur un 133-96. Lakers à la Chesapeake Arena du Thunder, ça ressemble à ça. This Oklahoma City crowd wants some love from their Thunder. Over the top, Westbrook. Listen to this crowd. Ingram all the way. Westbrook. Here we go again. Kuzma all the way. Kuzma scores! The two-handed sledgehammer. Westbrook. Oh! Raised it up like the Statue of Liberty. Bon, alors on va pas essayer de jouer non plus au jeu du prono parce qu'on se doute qu'OKC en ce moment est en pleine bourre, malgré une défaite à Washington. Il restait sur 8 victoires d'affilée. Et les Lakers en ce moment, Thomas, c'est très très compliqué. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce match? Bah déjà, on va attendre un match serré, on va espérer un match serré. On va espérer aussi un retour de Lonzo Ball qui est encore blessé pour l'instant, il a un peu mal au genou. Donc on va souhaiter un duel Russell Westbrook face à Lonzo Ball. Je dis ça, j'y crois même pas une seconde. Je pense qu'ils vont se faire désosser, mes amis les Lakers. Il va rentrer. On l'espère, hein. Pour l'instant il est encore questionable, n'est-ce pas? Et donc regarde, on voit les bilans. Évidemment, c'est deux équipes qui ne jouent pas dans la même cour. Mais on l'a vu dans la victoire, dans la défaite d'OKC à Washington. Washington qui avait ralenti le rythme, qui avait ralenti Russell Westbrook. Est-ce que les Lakers et Air West sont capables de faire ça? Ah ben en tout cas, ça peut, Luke Walton, ça peut donner des idées à Luke Walton de ce qu'a fait Scotty Brooks face au Thunder. Ralentir un petit peu Russell Westbrook parce que notre ami, quand il est moins dans la transition offensive et que c'est plus sur demi-terrain, eh ben, il a un petit peu moins de sensation. Est-ce que les Lakers ont les joueurs capables non, je crois que malheureusement, autant
les Wizards ont un peu plus d'armes pour ralentir le jeu sur demi-terrain. Je crois que les Lakers sont plus dans le tir en première intention qu'autre chose. Il y a ça, et Steven Adams, je pense qu'il va dissocier la raquette des Lakers. Brook Lopez va passer une sale soirée. C'est clair. On peut imaginer que Brook Lopez va passer une sale soirée. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en ce moment, regardez jouer au KC. Westbrook est en pleine bourre. Paul George régale. C'est plutôt très plaisant avec, on ne le dira jamais assez, un Steven Adams cette saison qui nous régale. Donc c'est dimanche soir sur les antennes de BeIN ou sur le League Pass ou les deux comme vous voulez, mais c'est un peu bizarre d'avoir sur l'ordi et sur la télé les mêmes choses. Enfin voilà, c'est dimanche et ça sera forcément un match sympa quand on regarde le OKC. Dans ce moment, allez, on va parler de Blake Griffin et de son trade à Détroit parce que ça a secoué tout le monde et nous les premiers, chacun sa team. Dennis Rodman, if you forget all about the hair and all the tattoos, watching play basketball, he can do some. C'est un trade un petit peu qui est arrivé comme un coup de Santiago en pleine burne. On l'a appris. Non, mais honnêtement, c'est la meilleure image qu'on peut avoir. Honnêtement, les mecs, il y a une semaine. Oui, c'est vrai que c'est Claude Bergeau qui met le seul coach de pro à mettre encore des Santiago en 2017. Claude, si tu nous regardes, ne donne surtout pas l'adresse où tu achètes tes pompes. Non mais les gars, il y a une semaine, on avait fait donc le First Day Show, et si on s'était dit, dans une semaine, Blake Griffin sera un Pistons, est-ce qu'on y aurait cru une seconde? Non. Ça a été quoi votre première action quand c'est tombé? La surprise. Je dis, mais what the fuck, man? Parce que moi, je parle anglais quand je réagis. C'est incompréhensible. Maintenant, il y a dû avoir une réunion 24 heures avant avec l'état-major des Ça faisait 6 jours apparemment qu'il y a eu des négociations. L'état-major des Clippers ont dû se dire, bon, écoute, ça fait 6-7 ans qu'on a des équipes monstrueuses, on n'y arrive pas, on n'a aucun jeune dans notre roster, est-ce qu'il serait pas temps de tout bazarder, donc ça, de tout foutre en l'air? Ça, c'est le prisme côté Clippers. Ouais, restons un peu sur Blake Griffin, du coup. Déjà, moi, je me mets à sa place. Je suis le visage de la franchise, moi je l'ai dit plusieurs fois, après avoir re-signé pour 175 millions sur 5 ans, ils ont fait une fête pour lui, ils ont fait une fête. Mais oui, attends, mais tu vous rendez compte que ce gars-là, c'est le visage de la franchise, c'est lui l'étincelle du renouveau des Clippers, parce que même les Clippers, c'est la franchise de la loose depuis 20 ans. Le gars déboule et directement il se qualifie pour les playoffs, ils ont des espoirs même de finale de conférence avec l'arrivée de Chris Paul, et là il le jette comme ça, il le bazarde comme un vulgaire... C'est un peu ça, voilà. C'est un peu ça, donc moi je suis vraiment surpris, quoi. Il se murmure, même plus que murmurer, que Blake Griffin aurait appris son transfert sur Twitter. Il l'a dit. Ouais, il l'a dit. Un update Twitter, il va en bas, rafraîchissement de la page, il a vu, oh voilà, je pars. On va faire un petit récap de ce trade. Donc c'est Blake Griffin qui prend la direction du Michigan et de Détroit avec Brice Johnson et Willis Reed. Ça va leur faire de la viande à l'intérieur. Et de l'autre côté, c'est le chemin inverse, c'est Tobias Harris, Avery Bradley, Big Boban et Boban Marjanovic qui aura peut-être des minutes derrière DeAndre Jordan. Il y a un tour de draft. 2 tours de draft. On va se mettre côté Pistons. C'est un gros coup réalisé par les Pistons, ou alors ils se brident un peu avec un énorme contrat d'un joueur finalement qui va peut-être pas les amener au top de la conférence Est. Ouais, vas-y. Pour cette saison-là, c'est un bon coup. Pour le futur, c'est compliqué. Tu parles du salary cap et tout ça. Là, ils sont mis quand même un sacré salaire sur le dos. Ils vont pas pouvoir attirer qui que ce soit à l'intersaison parce que le salaire de Blake Griffin plus celui de Big Diddy, ça prend quasiment tout. Et puis en plus, je suis un petit peu mitigé sur ce duo Dédé Drummond-Blake Griffin. Je l'avais dit dans une matinale. Tobias Harris était un joueur plus 4-3, toi tu m'avais dit c'est plus un 4-3 qui était vraiment au large, qui mettait dedans à 3 points, qui avait un pourcentage un petit peu plus au-dessus de Blake Griffin. Blake Griffin a besoin du ballon en main. Dédé Drummond avait un nombre de passes décisives incroyable parce qu'il avait souvent le ballon en main. La donne avec Blake Griffin, c'est que j'ai l'impression qu'ils vont peut-être un petit peu se marcher dessus dans la peinture. Est-ce que Dédé Drummond, c'est quoi? C'est plus un finisseur ou un passeur? Pour moi, c'est plus un finisseur. Et le grand problème peut-être de Dédé Drummond, et on a vu ce qu'a fait Griffin avec DeAndre Jordan, c'est que peut-être pour la première fois, il va jouer avec un mec passeur, un peu inspiré. Parce que Blake Griffin, on l'a vu évoluer ces dernières saisons. Cette saison, mais justement, c'est pour ça que ça risque de faire beaucoup de bien à Dédé Drummond, qui certes a une qualité de passe, mais là où on veut le voir, c'est, comme on le voit derrière dans l'écran, on veut le voir finir près du cercle, comme Dédé Jordan a pu profiter de la création de Blake Griffin, qui a beaucoup progressé ces dernières saisons avec ça. Moi, je suis pas d'accord, pas d'accord avec toi. Moi, je suis enthousiaste à l'idée de voir Blake Griffin arriver donc pour faire un duo d'intérieur hyper solide. D'ailleurs, le meilleur duo pour moi à l'intérieur de la conférence Est. Si j'avais été les Pistons, j'aurais fait ce choix-là. Tu récupères du talent, tu récupères un mec qui est encore plutôt jeune. Alors, le gros problème, c'est les blessures. Évidemment, s'il n'est pas sur le terrain, c'est complètement con. Mais quand tu as l'opportunité d'aller chercher
du talent pour renforcer ton équipe, même à court terme ou à moyen terme, il faut oser le faire. Tu vois, comme des Marcus Cousins sur Pelicans, il faut le faire. Je suis d'accord, sauf que je trouve qu'ils ont énormément perdu. L'équipe, il y a Dédé Drummond et il y a Blake Griffin. Le banc est devenu. Ils ont perdu. Regarde. Ils ont perdu qui? Avery Bradley, la greffe. Deux starters. D'accord, mais deux starters où ça marchait plus. En fait, le début de saison, il est bien loin pour les Pistons. Avery Bradley, ça ne marchait pas. Tobias Harris, qui mettait des fin de contrat en fin de saison, donc il se barrer. Donc Tobias Harris, qui effectivement statistiquement faisait des stats. Mais il amenait pas l'équipe avec lui. Il faisait des stats, il prenait beaucoup de tirs et sa relation avec Dédé Drummond, elle n'était pas non plus incroyable. Donc je trouve que maintenant ils sont. Et Marjanovic, il s'en servait pas. Ils sont un duo formidable, mais je trouve que après maintenant ça fait peur ce qu'il y a autour. Par contre. Mais ça je suis d'accord. Après je pense que d'ailleurs on parle de Rodney Hood, il y a des rumeurs de transfert. Il va falloir reformer un backcourt. Rodney Hood. Il va falloir reformer un backcourt. Reggie Jackson est encore blessé, il va falloir qu'il revienne rapidement. Pour l'instant, ils ont un duo intérieur et tout à reconstruire autour. On va voir comment Stan Van Gundy, Stanley Johnson qui a fait un énorme match contre les Cavs, donc il va avoir sa chance sur le poste 3. Enfin, il y a Anthony Tolliver qui est là. Enfin bref, il y a quelques pièces, mais il est dans le 5, il a été bon. Moi, je me rends pas. Tolliver, c'est parce que Kerwan, ça nous fait. Ah oui, d'accord. Et quand je vois ça, regarde, ils sont encore dans la course de la conférence Est. Ils sont aujourd'hui 9e donc de cette conférence Est avec 23-26. Chuter aussi. Je les vois pas. Regarde, il y a Philadelphie qui est à 24-24. Tu as Milwaukee qui est à 27-22, donc il y a un énorme gap. Donc la seule chance qu'ils ont des trois, c'est d'aller titiller Philly. Ça va être compliqué, on dit pas que c'est facile, mais on dit qu'à moyen terme, c'est pas con. Dans le tableau de polo, quand même, c'est pour dire que cette équipe était en fin de cycle, c'est 8 défaites sur les 9 derniers matchs. Et il reste encore en course pour les playoffs. Donc il fallait qu'il bouge. Il récupère mine de rien un All-Star confirmé, certes avec des blessures, mais est-ce que finalement, c'est pas un petit peu ça aussi la NBA? Alors on a beau réfléchir à tout, on n'est jamais sûr de rien, mais quand il y a des coups comme ça, il fallait le faire. Comme les Pelicans l'année dernière. Et je crois aussi que Stan Van Gundy joue sa dernière carte. Il me semble aussi. Ils lui ont quand même filé toutes les billes. Hein. Il a tout, il a le pouvoir dans ce club-là. La saison avait très bien démarré, donc ses moustaches, c'était un peu frisé. Là, il commençait à être dans le dur, et pour gagner un petit peu de crédit, je pense que c'est le trade de la dernière chance. Et si ça ne fonctionne pas, je crois que Stan Van Gundy, à un moment donné, il va prendre le chèque. Il va quand même falloir régler ce problème de meneur de jeu. Smith, c'est faible. Smith, en deuxième meneur, c'est un deuxième meneur. On sait que Reggie Jackson, voilà. N'oublions pas que Blake Griffin est aussi un très fort joueur sur pick and roll, pick and pop et pick and roll. Oui. Donc il va peut-être falloir lui mettre un mec, peut-être pas une méga star, mais un mec qui joue un peu juste, sur pick and roll. Wax n'est pas avec nous cette semaine, lui le grand fan devant l'éternel des Pistons. Il n'empêche, il nous a laissé un petit mot et forcément sa réaction sur ce transfert, sur ce blockbuster transfert. L'arrivée de Griffin, clairement, c'est un énorme plus pour la franchise. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas une superstar comme ça qui venait dans l'équipe, voire ça fait tellement longtemps que je ne m'en souviens pas. Parce que pour moi, ce qui est des deux Wallace, Billups, Rip Hamilton, faut pas oublier que c'était des underdogs, quoi. C'était des mecs qui étaient vraiment qui étaient option numéro 2 de leur équipe d'avant, voire option numéro 3. Blake Griffin, c'est le joueur emblématique des Clippers. Donc avoir une grosse star comme ça, verrouillée jusqu'en 2020 ou 2021 avec dans le secteur intérieur André Drummond, c'était inattendu. Alors effectivement, on perd Avery Bradley qui je pense ne serait pas resté l'année prochaine. Et Tobias Harris qui est meilleur à 3 points et peut-être un peu plus fiable à mi-distance, mais clairement une gamme en dessous de Blake Griffin. Donc voilà, on va devoir construire avec ça. Au moins, ce qui est bien, c'est qu'on a le temps de pouvoir construire avec ça. Et je pense que l'Est est très ouvert et que la trade deadline, à mon avis, il va se passer encore beaucoup de choses. Donc il va falloir être attentif. Mais en tout cas, pour moi, c'est un bon move. Voilà pour la vie de Wax. Et forcément, on souhaite aux Pistons et à Wax qu'ils puissent jouer les playoffs à la mi-avril. On va se mettre maintenant du côté un petit peu des Clippers, parce que c'est quand même ça aussi la sensation de la semaine, c'est que les Clippers, c'est en mode YOLO, j'ai envie de vous dire, on bazarde de tout. Ils ont donc envoyé Blake Griffin à Détroit, mais ils ont aussi annoncé que Lou Williams et DeAndre Jordan, et ils étaient ouverts là-dessus pour des discussions. C'est quand même une énorme surprise, non ? On savait que, vous vous souvenez de la rumeur avec Karl Anthony Towns, on parlait de Blake Griffin contre Karl Anthony Towns, mais on le comprenait puisqu'il y avait, c'est un très jeune joueur, à très fort potentiel. Là, tu récupères Tobias Harris, Avery Bradley en fin de contrat, Boban Marjanovic, certes un tour de draft protégé, 1-4 de Détroit et un deuxième choix de draft de 2019. Moi, je comprends pas, c'est pas lisible en fait la stratégie des Clippers, péter et envoyer sa star, son visage comme ça pour des joueurs moyens, je ne comprends pas. La stratégie, c'est de repartir à zéro. Mais avec ce genre de joueurs, le cycle de la NBA fait que à un moment donné, tu repars à zéro. Là, tu as
des joueurs moyens, mais tu vas avoir une masse salariale pour peut-être attirer quelqu'un. Alors très bien, on sait que DeMarcus Cousins, Paul George vont être des agents libres cet Après, été intéressants. Oui, t'es Mais qui va avoir envie d'aller aux Clippers dans l'état actuel des Clippers? On ne sait pas, on n'est pas dans la peau des joueurs qui vont être free agents, qui vont avoir un chèque mirobolant, se dire bon, je peux aller à LA et être le joueur majeur de cette équipe et recommencer à bâtir. Parce que moi je pense à lui directement. Tu penses que Paul George, il va vraiment avoir envie, même si ça LA, d'aller dans une équipe qui peut-être même pas playoffable? Sans Blake Griffin, quoi. Sans Blake Griffin. C'était le seul truc à tirer. Mais quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez vu que OKC a refusé un trade de Blake Griffin contre Paul George? Ah ouais? Non, mais je l'ai pas vu passer ça. J'ai vu ça passer sur les réseaux sociaux. C'est pas au Gasol qui m'a dit ça. Pas au Gasol. Non mais après, pour moi, sincèrement, je trouve ça illisible. Là, t'as l'assurance de repartir de nulle part. Pendant 5 ans, tu vas être encore la risée de la NBA. Des Jordan, si tu le transfères, alors certes, tu espères voir arriver une superstar cet été. Moi, je suis une superstar, jamais je vais aux Clippers aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai cru lire aussi qu'ils espéraient LeBron James. Ouais, mais alors, on peut parler vite fait de LeBron parce que ça pourrait faire un tour de table. Mais LeBron a dit officiellement qu'il allait discuter avec toutes les franchises qui avaient du cap pour le signer. Donc, il y a le fantasme des Warriors, évidemment. Il a quand même mis un petit tacle au management des Clippers sur la définition de la loyauté. Quand c'est un joueur qui se barre, il n'est pas loyal et tout ça. Mais par contre, quand c'est un management qui dégage un mec qu'ils ont signé 5 ans, là, c'est normal. C'est une stratégie et tout ça. Je suis pas sûr que les Clippers aient fait bonne impression à LeBron James pour le séduire. Quelle garantie ont les Clippers que dans 5 ans, ils aient une équipe compétitive? On se souvient quand même que pour se construire, j'ai même pas dit reconstruire, pour se construire depuis qu'ils sont arrivés à Los Angeles, ça a mis 15 ans, quoi. Prenons l'exemple des Sixers. Il y a 10 ans, quelle certitude avaient les Sixers de devenir une bonne équipe? Non mais ça, en soi, t'as raison, Donc ils ont tu tout crois bazardé. que donc virer un Blake Griffin qui malgré tout, malgré les blessures et son gros contrat, t'a amené quand même des garanties Il a que 28 de ans, résultats et en plus il a que 28 ans. Là, t'es sûr que de dire oh là, on bazarde tout et c'est sûr que dans 2-3 ans, 4 ans, on aura une bonne équipe. C'est dur de reconstruire aujourd'hui, en plus surtout avec la draft. C'est un risque. C'est un risque bien trop énorme pour moi. D'ailleurs, il y a un truc je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi, le but de la reconstruction, c'est d'aller chercher des très jeunes joueurs à la draft et la future star. Tu vois, genre Joel Embiid, Ben Simmons et tout ça. Mais Blake Griffin, c'était lui la nouvelle star, le haut choix de draft que tu dois garder pendant toute la saison, c'est lui. Ils vont pas aller chercher un mec qui est plus fort que Blake Griffin bientôt, tu vois ce que je veux dire? Il l'avait déjà. En plus, il est arrivé à maturité, c'est un All-Star. Enfin, moi, je comprends pas qu'il ait dégagé. Est-ce qu'ils en ont pas marre aussi qu'ils sont toujours blessés et qu'ils jouent toujours la moitié des matchs? Visiblement, t'as raison. Je vois pas l'autre raison. Faut croire en tout cas, mais moi je reste persuadé que ça reste un énorme risque. Et Paul, tu peux nous mettre s'il te plaît plein pot parce que j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur l'état aussi actuel des Clippers. Regarde, bilan équilibré, ils sont en course pour les playoffs. Donc là, on est début février, c'est que ça veut clairement dire cette saison-là, on s'en branle. Non, pas sûr. Ils récupèrent Tobias Harris et Avery Bradley qui vont être starters. L'équipe, elle devient pas dramatique. Elle devient pas dramatique non plus. À l'intérieur. Mais t'as Tobias Harris qui peut faire la maille. Il y aura pas les chiffres de Blake Griffin. Dédé Jordan, il sera toujours là pour le moment. Qui va lui faire des passes? Qui va créer pour lui? Il a perdu Chris Paul. Perd Blake Griffin. Milos Teodosic, le pauvre Milos, il est encore là. Enfin bon, peut-être que Gallinari, à un moment donné, il va peut-être rejouer des matchs. L'équipe, pour finir la saison, elle est pas si dramatique que ça. Ça manque de stars. Enfin, alors là, tu me parles de sportivement parlant, puis il y a mentalement aussi. Je pense que Blake Griffin, qui n'est plus dans le vestiaire des Clippers, ça doit laisser un vide terrible et un coup sur la carafe, notamment à des mecs comme DeAndre Jordan. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Mais après, si on parle d'effectifs purs, en tout cas, l'équipe n'est pas dramatique. Ce qui est sûr, c'est que ça va être intéressant et on en parlera forcément dans les émissions de voir la reconstruction des Clippers et étape par étape comment ils vont y aller. Maintenant, moi, j'ai quand même des doutes. Je pense que les Clippers risquent de sortir de la carte du top 10 des équipes NBA pendant un bon bout de temps. Parce que pas de tour de draft. OK, du cap sur le salaire, mais qui va se dire OK, moi je repars dans cette équipe pour repartir à zéro? Paul George, il a 28 ans, il a plus envie de reconstruire à zéro, il a envie d'aller en finale NBA. Donc voilà. Moi, je ne suis pas convaincu. Dites-nous, vous, dans les commentaires, alors prenez vraiment le temps, parce que là, c'est un cas très atypique. Steph est plutôt OK avec la politique des Clippers. Tom et moi, beaucoup moins. Dites-nous, expliquez-nous, comme vous savez si bien le faire, pourquoi les Clippers ont fait un bon choix ou ont fait un mauvais choix. T'es prêt, Steph? Moi, je suis prêt. C'est le retour du top 5 Touquet, et Steph va nous régaler forcément. Les amis, en numéro 5, on a un joueur créé, Brockman, qui drive et qui va mettre un petit Thomas, main gauche, sur la défense des Hornets. Dwight Howard, tu es où, mon ami? En numéro 4, encore une fois, un joueur créé, une petite isolation, le drive, le joueur des cas. C'est un joueur des cas, ça qui va postériser Jojo Embiid. Et là, mon garçon, c'est toi qui vas avoir une photo sur Instagram, Jojo. En numéro 3, il y a que des joueurs des Cavs, un joueur créé, double dribble dans le dos. Et mon garçon, alors fort, tu joues le charge, mais t'es dans le demi-cercle, relève-toi, il n'y a rien du tout. En numéro 2, on part avec un joueur des Pelicans. Non, des Pacers. Oh là là, Thomas des Pacers, Thomas dans la gueule de Ariza. Trevor Ariza. Ça pique, Ariza, hein.
Et en numéro 1 cette semaine, Mike Taki. Wow, le moulin à vent sur la tête d'un joueur des Pistons. Oh là 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 là, le carnage. Merci Steph, bravo Guillaume pour le montage, merci Steph pour les commentaires. Génial, vous pouvez retrouver cette séquence forcément donc dans l'émission, mais aussi sur les réseaux sociaux. Génial, hein, ce top 5. Les mecs, une petite info, quand vous nous envoyez vos actions, essayez de laisser les ralentis des fois qu'on ait un peu de matière pour pouvoir jouer sur le montage aussi. Ça peut être sympa que des fois nous envoyez que des actions de 10 secondes. Voilà. Alors certains nous envoient tout le temps des trucs avec le téléphone. Arrêtez avec votre téléphone devant votre télé, on ne les passera pas parce que c'est dégueulasse à l'antenne. Voilà. Mais en tout cas, merci toujours de penser à nous. Mais tu veux qu'ils filment comment leur action? Tu enregistres sur la Play. Ah, je sais pas. Ok, bienvenue en... J'ai la Super NES, moi. Bienvenue en 2018. Oula, c'est le moment de Coach Brown. New look. Je sais pas comment présenter cette nouvelle chronique. Donc on sait que Coach Brown n'est pas là depuis le début de l'année, et il a quelques problèmes. Bref, il reviendra un jour peut-être, mais en attendant, on sait que dans la famille Brown, il y a beaucoup, c'est une famille de coachs. Et là, c'est Uncle Brown, le coach, donc qui a fait ses gammes beaucoup en Amérique du Sud et qui désormais va faire cette chronique Coach Brown. Bienvenue Uncle Brown. Hola, papi. Alors de quoi on va parler Uncle Coach Brown? C'est ma première, hein, aujourd'hui. C'est ma première. Alors attends, juste dis, si tu prends cet accent, ça veut dire que tu vas l'avoir sur toutes les semaines. Non, je vais arrêter, mais ça fait pas longtemps que je suis revenu sur le territoire, il faut que je le reprenne. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un mal qu'il y a en NBA. C'est une énorme tension, une tension extrême entre les joueurs et les arbitres qui perturbe la fameuse ligue américaine. C'est un bon bordel en ce moment depuis un certain temps NBA, entre les chialeuses qui sont pas All-Star, les All-Stars qui sont pas contents, les meetings entre les joueurs qui tournent mal et les diversions de filou pour essayer de rentrer dans les vestiaires pour aller mettre une calotte. La NBA, rien ne va plus en NBA, mais le plus gros souci aussi, et c'est ça qui est plus grave, c'est la tension et le désamour qu'il peut y avoir entre les joueurs et les arbitres cette saison. Alors, des désaccords et des mauvais coups de sifflet, il y en a toujours eu. Mais, des clashs pendant et après les matchs sont de plus en plus fréquents aujourd'hui. Il va falloir trouver des solutions avant que cela n'influe un petit peu sur la qualité du jeu sur le terrain. Il y a quelques temps, notre ami Dédé, Draymond Green, a déclaré lors d'une interview que les tensions étaient en train de détruire le jeu, carrément, et qu'il fallait, selon lui, totalement renouveler le contingent des arbitres. Donc Dédé, il va un petit peu loin, mais le problème, c'est que l'association des arbitres n'est pas revenue sur ces déclats de Draymond Green. Donc peut-être ils ont tendance à être d'accord. Malheureusement, cette déclat elle aurait pu avoir un peu plus d'impact si ce n'était pas un joueur qui prenait 54 fautes techniques à la saison. Maintenant, changer tout le contingent, ça paraît un petit peu compliqué, mais c'est vrai qu'il y a des choses à régler pour qu'il y ait une meilleure ambiance entre les arbitres une limite d'âge, par exemple, non? Et les joueurs, ouais, peut-être que les vieux. Parce qu'on sait qu'il y a des coachs, il y a des arbitres qui arbitrent jusqu'à très 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 vieux. Et des fois, ça peut poser, entre autres, Dick Bavetta et là, Tony Brother, je ne sais pas quel âge il a, mais Tony Brother, moi j'ai vu 2 matchs de lui là, ces derniers temps. Il est casse-couille. Hein. Ah ouais, il lâche les matchs, et c'est notamment notre ami qui avait sifflé 2 fautes offensives à James Harden à Boston. Ouais. La base du problème, elle est simple en fait, c'est que tout le monde veut des bons coups de sifflet, mais chacun d'entre eux dans un but différent. Les arbitres, eux, ils veulent gagner le respect et avoir un petit peu de civisme de la part des joueurs. Et eux, les joueurs, ils veulent gagner tout simplement. Et quand ils voient que l'un des deux interfère dans leur but optimal, et ben ça crée une embrouille. Et ces dernières semaines, on a vu pas mal de choses. On a vu 2 All-Stars, James Harden et DeMar DeRozan, se plaindre après un match parce qu'ils ont estimé ne pas avoir eu les bons coups de sifflet dans un match qui était plutôt serré. On a vu D'Angelo Russell prendre une faute technique parce qu'il applaudissait sur le banc. Vous l'avez vu, ça, il était en civil, il applaudissait les arbitres, il a pris une faute technique. Et encore pire, en décembre, on a vu Sean Livingstone et Courtney Kirkland, l'arbitre, qui sont mis carrément en front à front, bugne à bugne, qui a valu la première exclusion en carrière de Sean Le Mouton, lui qui est un mec quand même plutôt calme. Et la suspension de l'arbitre pendant une semaine. Alors nous, la presse et les médias, on est toujours au courant des embrouilles qu'il y a entre les joueurs. On sait que par exemple, lui n'aime pas un tel n'aime pas un tel. Mais on n'est pas au courant de ce que pour avoir l'arbitre, il y a des arbitres qui ne doivent pas aimer les joueurs, ça arrive, non? Bien sûr. Ça arrive, et on sait que c'est compliqué pour eux. Alors ils essayent forcément de faire abstraction quand ils donnent des coups de sifflet, mais quand tu as un petit contentieux avec un joueur, ça renaît un petit peu à la surface. Parfois tu sais que tu as un mec qui va te faire chier à chaque match, il te fait chier, parfois tu as tendance à lâcher un petit coup de sifflet un petit peu plus rapide, et tant qu'on n'aura pas apaisé tout ça et mis les choses à plat, ça mettra le bordel. Et il y a Marc Denezuk, vous savez que c'est Marc Denezuk? Non. C'est le porte-parole de l'association des arbitres.
c'est pas marrant. J'ai très peur de la blague, mais oui, très bien. C'est un mec qui existe vraiment. Et lui, il essaye, bien sûr, il prend le parti des arbitres, il essaye de minimiser le rôle des arbitres dans cette guéguerre. Il a notamment déclaré que leur logiciel, ils ont un logiciel qui répertorie tous les coups de sifflet, que depuis le début de saison, 90% des coups de sifflet ont été justes et que seulement 10% n'ont pas été bons. Donc lui, il met tout ça sur la responsabilité des joueurs. Mais je vais essayer, moi, de vous montrer qu'au final, personne n'a raison et tout le monde a tort. Selon Fox Sports, qui a fait le bilan des fautes techniques sur cette saison, on est parti sur une base de 704 fautes techniques sur 82 matchs, ce qui donne un ratio de 1,75 fautes techniques par match. Est-ce que ça vous paraît beaucoup, ça, comme chiffre? Deux par match, c'est énorme. Ça te paraît beaucoup par match? Par match, oui, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Bah, c'est en fait moins que les 3 dernières saisons. Ah ouais. Qui était parti sur des bases, qui avait fait 733 fautes techniques en moyenne sur les 3 dernières saisons. Et les expulsions, elles, par contre, sont juste en très très légère hausse. Mais ce qu'on remarque, par contre, c'est qu'il y a une stat incroyable aussi que Fox Sports a sortie, c'est que plus les équipes sont bonnes, moins elles prennent de fautes techniques. Sauf qu'il y a toujours une exception à la règle, c'est les Golden State Warriors, qui est la meilleure équipe NBA, mais à cause de Draymond Green, ils en prennent beaucoup. Et Kevin Durant, un petit peu aussi. On va revenir sur KD. Savez-vous quelles sont les 3 équipes qui prennent le moins de techniques cette saison? Les Spurs. Les Spurs, avec 15, la meilleure équipe. Les Grizzlies. Non. Les Nets. Non. Les Nets sont cata. Plus t'es cata, plus tu prends les techniques. Oui, d'accord, mais ils n'ont pas de mecs trop énervés, quoi. C'est Boston. Ah, Boston, oui. Et les Cavs, même si ça va moins bien, c'est quand même une forte équipe qui eux, en prennent 18. C'est quand même logique, parce que plus vous êtes mauvais, plus vous êtes frustré, plus vous gueulez, plus les arbitres mettent une technique. Mais après, ça dépend aussi des mecs dans l'équipe. Quand je dis les Nets, c'est vrai qu'ils sont cata, mais les Nets, il n'y a que des gentils dans cette équipe, on a l'impression. Il y a Kenny Atkinson qui a voulu fracasser un arbitre, qui est rentré sur le terrain, il n'y a pas longtemps. Bien énervé. Mais ça, honnêtement, ça fait plus cinéma qu'autre chose. Les trois Pistons avec Rachid Wallace, ils en prenaient tout le temps, pourtant ils étaient très forts. La chose qui a vraiment changé cette saison, c'est que depuis 2014, il n'y a pas eu au-dessus de 9 joueurs qui prenaient plus de 10 techniques, alors que cette saison, on est entre 15 et 20 joueurs à 10 techniques ou plus. Et le plus grave pour moi, on voit le tableau, Polo, c'est que ce sont les stars de la Ligue qui prennent aujourd'hui des techniques. Il y a 4 des 5 joueurs avec le plus grand nombre de techniques qui sont All-Stars. Et il y a 7 des 10 starters du match des étoiles qui ont déjà été expulsés au moins une fois, dont LeBron James inclus pour sa première expulsion en carrière et Kevin Durant qui en est à 4 exclusions. C'est aussi pour ça que ça fait autant de pâte à caisse, c'est parce que si vous expulsez l'autre Raúl Neto, tout le monde s'en bat les couilles. Mais quand vous expulsez une star, ça fait le tour du monde, ça fait tout de suite beaucoup plus de bruit. Donc au final, les 2 parties sont quand même responsables de cette situation et la meilleure solution, les amis, pour régler un problème, c'est de se mettre autour d'une table et de discuter. Ça tombe bien, c'est ce qui est prévu lors du All-Star Break. Les 2 parties vont se mettre d'accord pour que chacun puisse mettre un petit peu de water dans son wine. Moi, j'ai une déclat de Mélo, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui avait déclaré au propos des arbitres, donne. Tu vois, pour dire que lui aussi, il en avait marre aussi. Donc, il y a un vrai problème et qui, des fois, sur pas mal de matchs, ça nuit au rythme et à la qualité du jeu. J'ai l'impression que c'est dans tous les sports, parce que dans le foot, on en parle tout le temps en ce moment. En ce moment, il y a une vraie fracture entre les arbitres en général. En NBA, il n'y a pas d'arbitre qui met un chassé à des joueurs. Pour l'instant, mais il faut tête avec les joueurs, donc c'est pareil. Il y a un dernier truc. Mais comme tu dis, les discussions, les fautes techniques, ça disparaîtra jamais de l'univers du basket et du sport et même de l'NBA, mais il ne faut pas que ça dépasse les bornes. Il faut que les 2 parties se calment un petit peu pour pas justement que ça nuise à l'intérêt et le spectacle sur le terrain. Il y a un truc que j'ai bien kiffé dans le tableau là, c'est que par exemple il y a 5 ans, on voyait des mecs qui étaient habitués, Matt Barnes, Markieff Morris, c'est des grandes gueules. Là, depuis 3 ans, c'est que des restas en fait. Tu vois, Asia Thomas qui a 14 techniques l'année dernière, c'est énorme. Alors Cousins, il est un peu habitué, mais Dwight Howard, Westbrook, KD, ouais, c'est un habitué clairement. Mais je veux dire, ce sont des stars, des mecs qui ont de l'expérience et qu'on ne connaît pas forcément pour le grand wawa. Tu vois, John Wall 15 l'année dernière, c'est énorme. Et donc on a perdu quand même les grandes gueules qui en prenaient tout le temps, comme Rachid Wallace, qui était quand même un exemple du genre. Et si j'ai voulu faire cette chronique, c'est parce que Coach Brown m'a dit qu'Aaron Abotray était très sensible à ce genre de sujet. Ah ouais, tu m'étonnes. Prendre une faute technique, c'est pas si désagréable que ça. C'est une manière de briller comme une autre. Hein. Quand tu as 0,8 à 3 points, au bout d'un moment, c'est toujours bien d'aller un peu invectiver un arbitre pour prendre une technique. Merci Coach Brown pour cette première chronique de Uncle Coach Brown. De nada. On est content. La semaine prochaine, tu reviens? Même look? Est-ce possible? Parfait, tant mieux. Bon, en tout cas, on a fait le tour de cette émission et on va finir comme d'habitude avec le quiz. C'est le moment d'écarter les quiz. Alors cette semaine, c'est moi qui m'y colle et je vais m'inspirer un petit peu de ce que tu as fait, Steph. C'est Tom qui avait mis ça, les petites photos en premier. Oui, mais c'est pas grave. Je m'inspire quand même des meilleurs. Et donc là, je vais vous mettre des photos. Il va falloir trouver qui est caché derrière donc les personnages footés. Alors, il y a des photos de roster, il y a des photos de joueurs où ils sont seuls des fois, 3 parfois. À vous de me dire. Alors attention, la règle, pour pas que ça soit le foutoir,
le premier qui trouve, ok, mais on dit un nom, et après, il faut attendre forcément que l'autre en dise un autre. Ah, on n'écrit pas sur l'ardoise. Ah, on veut écrire sur l'ardoise si Ouais, vous voulez. c'est plus sympa. C'est plus sympa. Merci, Erwan. Parfait, je m'inspire aussi de toi. Allez, Paul, mon amour, envoie la première photo. Allez, faut écrire vite, faut écrire. Ok, je l'ai. Et on remercie Getty Images, comme chaque semaine, qui nous... C'est parfait. Christian Leitner, bravo, messieurs. Un point chacun. Comptez vos points. Oh, il était bébé. Ah non, mais pourquoi moi j'ai pas de petits trucs pour Moi non plus, essuyer? j'en ai pas, c'est mon Bon, one. alors vas-y, on va J'ai au mis un doigt petit alors. euro pour un puntos. Christian Leitner, forcément, on se souvient qu'à l'époque, n'était même pas un joueur NBA quand il a participé à la Dream Team. Il a même pris la place de Shaq. Ouais, il y en a qu'on fait la gueule. Donc à l'époque, il était à Duke, il détestait de tout le monde. On se souvient de l'histoire. Polo, envoie-moi la deuxième photo. Ouais, c'est dur ça, Ça, c'est compliqué. Ça, c'est compliqué. Petit indice, on est en Ouais, non, dis 2004, rien, pas d'indice, en pas d'indice, 2004 pas à d'indice. Athènes. Ok, et Compliqué. Alors, le joueur à gauche est toujours en activité. Ah, C'est toujours en activité. Toujours en activité. Il a été champion NBA il y a 2 ans. Allez, messieurs. attends, champion NBA à 2 ans, c'est qui est une... Hein? Attends, champion trop bizarre là. Ah. Tu sais que là, tu m'as fait un truc, t'es horrible. Je vais vous laisser le temps et réfléchissez chez vous parce qu'il est bon celui-là. Attends. Champion de billets de 2 ans, donc avec les Cavs. Qui est champion NBA il y a 2 ans? Bah, avec les Cavs. Ah ouais, voilà. What the fuck, man? Toujours en activité. Ah, je sais, je l'ai. Ouais, non. Non, pas du Allez, tout. 5, 4, 3, 2, J'ai mal écrit, hein. 1, 0. Alors, Richard on a, Jefferson, moi, on a j'ai- Marbury. Ah ouais. Et c'est Richard Jefferson, bravo Thomas. Ah, c'est Marbury. Vin Baker, ah non, Vin Thomas, Baker. il a 0. Steph, 2-0 il a pour 0 moi. là-dessus. 2 points pour Thomas, 3 pour Thomas, En bravo. plus, il a écrit Starbury sur son bras. Ouais, ouais. Marbury. Richard Jefferson, bon indice, hein, mais. Oh putain, fallait le Ouais. chercher celui-là. Oh là Très là. bien. Je vous avais dit que c'était un level Très lourd, un très peu bon. supérieur. Allez, Paul, on enchaîne avec la Dream Team de 94. Donc c'était pour les championnats du monde à Toronto en 94. On voit même pas les numéros, gros. À la fois de bon. Hein. Alors en plus j'ai pris une photo parce que c'est très compliqué en fait d'avoir une photo avec dédicacé bien. Bravo la régie. Alors, le gars derrière, introuvable, je le dis direct. Ah, quoi. Alors je vais vous donner des indices. Attends, t'es laisse sûr? tomber, Attends, gros. laisse-moi. On va faire un premier jet et après je vous donne des indices. C'est qui ça? Jouez le jeu chez vous et balancez-nous après dans les commentaires aussi. Non, c'est pas lui. C'est très dur, hein. Vas-y, à Thomas, c'est vraiment eux là? C'est qui ce grand? Alors oui, le 2 c'est Isaiah Thomas. Ok, vas-y. J'ai 3 noms. Moi, j'en ai Je deux. sais. J'en ai deux, gros. Vin Allez, Baker montrez-moi. Et Mark Price. Alors Mark Price, Vin Baker, ouais, donc toujours vas-y. pas, c'est beaucoup trop tôt pour notre ami Mark Price. Bien vu. Ok. Moi, tu regardes pas, moi. Attends, je suis là. Johnson, lequel? Larry. Ah ouais, ça Larry c'est bonne- Johnson. bonne tactique de mettre un Johnson. Non, non, J'ai mis Johnson, Larry Larry Johnson, m'a dit j'ai Larry. Larry. Et Robinson, non, ce n'est pas Robinson. Et Alors Johnson, c'est le il en 15, manque 2. quoi. C'est le gars derrière là-bas. Il en manque 2. Il manque le mec à droite, le 11, là. Il manque le mec à droite. Ouais. Ah, Et il le marque mec- pas, j'ai pas et que le les mec à Il manque gauche. le mec à droite là-bas. Et le mec à il gauche. manque le mec en haut. Alors, le mec en haut, c'est un mec qui a été champion d'Europe. Dominique Wilkins. Dominic Wilkins, bravo, un point chacun. Et l'autre en bas, c'est un homonyme du 15. Hein? Le mec en bas, c'est un homonyme du 15, finaliste NBA. Ben Wallace. C'est le physique de Ben Wallace en bas là. Attends. Ah, de quoi? Tu parles de qui? Là, ici, Ah, le oui. numéro 11, c'est un homonyme du 15 qui a joué une finale NBA en 93. Avery Johnson. Non. À toi. Magic Johnson. Mais arrête C'est ça, Magic Johnson? Mais non. En 93 contre Jordan. Il est meneur des Phoenix Suns. Ah oui, bien Kevin sûr. Johnson. Kevin Johnson. Kevin. Oh non, t'as été trop Ah, mais je dramatique. comprends- En fait, je comprends rien, tu me dis un homonyme du 15, je comprends très bien, c'est pour Tu toi. comprends? Alors, Larry Johnson, homonyme, même nom de famille. Très bien, bravo. Putain, Thomas, trois je suis un peu points. déçu. Allez, on enchaîne. peu déçu, C'est tu dis après, très quoi. compliqué celui-là. 3 points. On enchaîne. On enchaîne avec. Arrête Toujours. avec Team USA là. Ah, mais c'est un spécial Team USA. Putain, mais Athènes. Ok, dis rien. Bon, là, j'en ai 0. Athènes Mais il 2004. m'a même mis le choco, le mec. Athènes, combien t'as dit? Redis-moi. 2004. 2004? Ouais, c'est Athènes 2004. Hein. C'est Athènes en 2004. Ouais, c'est ça. Athènes 2004, ouais. Ils font médaille de bronze. Ah ouais, ok. Alors, je vous ai mis le coach hein, pour voir. Je vous dis, je vous ai respecté, messieurs. Hein. Larry Brown. Ah bah non, c'est pas lui. Ouh, c'est dur, hein? Ça régale, ça régale. Allez, faut y aller, messieurs. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Montrez-moi. Alors, J'ai déjà Coach K, moi. Sean Marion, très bien. O'Neal, non. Duncan, oui. Germain O'Neal, hein? Et non, c'est pas Jermaine O'Neal. Et coach Kay, c'est pas ça. Ok. Match Kouchenski, c'est pas ça. Vin Baker, c'est toujours pas ça. Sean Marion, c'est pas ça. Donc un point pour Steph. Et un point pour moi aussi. Alors, Sean Marion. le coach du Et milieu. Duncan, c'est bon aussi. Ouais, Duncan, c'est bon. Ok, j'ai le, deux coach, points. le coach du milieu a été champion NBA et champion universitaire. Rudy Tomjanovic. Ah, Champion Rudy. NBA et champion universitaire.
Larry Brown. Larry Brown. Ah, moi, je l'ai dit tout à l'heure en plus. Ouais, tu l'as dit. Le numéro 12 a joué avec Boris Dio. Amaris Stoudemire. Amaris Stoudemire. Et on les a tous là, voilà. Ouais, on les a tous. Et le Putain, 13, c'est et lourd, le ce 13 jeu. c'était Tim Duncan. Ouais, Tim Duncan, bien sûr. Pas Ça- cadeau. Allez, Bon, le pas cadeau, dernier. T'es bien là quand même. Bravo, vous êtes bon, vous êtes bon. Larry Brown, je suis un peu déçu par contre. Ouais, c'est vrai. On enchaîne avec le dernier, Paul. Voilà, c'est ça. Là, on Le mec, il est. m'a fait des teams USA. Ok, c'est bon, je les ai tous. Là, on est en 2008. Ça, c'est mes gars, ça. Là, en 2008, on est dans l'époque plutôt Thomas. Ok, c'est bon, je les ai tous. Regarde, bam, bam, 36 secondes. Allez, Steph a pris feu. Tayshaun Prince, Dwight Howard, Michael Redd. Non, mais Dwight Howard, Non, il est là. par gros. contre, Dwight Howard, c'est faux. Il est pas caché, Dwight Howard. Dwight Howard n'est pas caché, c'est le numéro 11. Tu t'es fait Ah avoir oui. avec D12. Ouais, c'est pas grave. C'est un joueur qui ne joue plus. Ouais, je Et, l'ai- je te laisse le- je et te qui laisse. n'a- et qui n'a pas choisi sa fin de carrière. Ouais. C'est double champion NBA, fort joueur qui n'a pas choisi sa fin de carrière malheureusement pour lui. Again, man, quel je te numéro, laisse. le 12? Ouais, Ouais. le 12. Bon joueur, fort joueur. Ouais, fort joueur. Double champion de vie qu'il a pas Ouais, failli sa il fin a de été carrière. champion NBA au sacrifice, Ouais. en se sacrifiant. Le vrai joueur. Hein. Il avait des amigos et tout. Ah non, tu l'as vendu. Toi, t'as pas, mon Zikad. Il avait des amigos. C'est vrai, tu as haute voix. Tayshaun Chris Prince, Bosh. McElroy, Chris Bosh. Voilà, il on dirait qu'il a trouvé du premier coup. Ouais, c'est clair. Bon, Régale. peu importe les scores, vous savez comment ça se passe. J'ai 12. Vous savez comment ça se passe, on finit avec le qui suis-je. Et pareil, c'est pas gagné. Allez, Piqué vas-y. les verts. Qui suis-je? Je suis né donc le 31 mars 1969 à Highland Park, dans le Michigan. C'est un rien, ça. Vous l'avez pas là? Retraité depuis 2005, j'ai joué 14 ans en NBA. Avant d'être drafté, je passe 4 ans à la fac de Michigan State, la fameuse, les Spartans. Après un cursus NBA complet, donc 4 ans, je suis choisi en 1991 à la 5e place de la draft par le Heat de Miami. Après 3 ans en Floride, je suis envoyé chez les Hawks Vin Baker. contre Grant Long et Kevin Willis. Je ne suis pas alcoolique. C'est à Atlanta que je vais être dans mon prime pendant 5 ans et même récompensé d'une sélection au All-Star Game en 1998. Mookie Baylock. En 1998, non. En 99, je suis envoyé à Portland où je vais rester 2 saisons. J'ai participé à 2 campagnes de Team USA. Vous l'avez vu tout à l'heure dans les photos. En 94 et au JO de 2000 où je bats la France en finale pour être champion olympique. Tout con, je peux pas savoir ça. Shooter élégant. Steve Smith. Steve Smith. Putain, Steve ouais, Smith. Bravo merde. Thomas. Bravo qui a survolé ce quiz. Je serais content. C'est pas grave. C'est pas grave. C'était. It was a bad day for you, my man. Bon, la prochaine fois, promis, je fais un quiz, je mets Vin Baker. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Bravo Tom pour le quiz. Bravo Steph quand même. L'important c'est de participer. On se Je retrouve. suis pas un mammifère de Coubertin. Gros, moi, c'est ma gagne. Ah ben, cette semaine, t'as perdu. N'hésitez pas à mettre tous des commentaires, des pouces bleus. Merci de nous suivre chaque semaine un petit peu plus nombreux. On se retrouve dès lundi pour le First Talk. Nous, on avait une annonce pour Los Angeles, le All-Star Game. Allez, vas-y, dis-le. hein, de Allez, toute façon. on sera avec Thomas et notre cadreur Guigui. On sera au All-Star Game de Los Angeles. On part le jeudi, on arrive le vendredi et on va vous faire un inside assez incroyable lors du All-Star Game de Los Angeles. Voilà les amis, c'était la petite surprise de cette fin d'émission. Merci à tous, on vous aime. Ciao, ciao l'équipe. Lakers.